Un très grand merci au Brussels Press Club pour le prêt de leur studio grâce auquel j'ai pu enregistrer l'épisode du jour dans des conditions optimales. J'ai regardé mes enfants qui étaient petits, très petits. Et là, dans leur regard, j'ai vu l'urgence. J'ai vu l'urgence que c'était pas possible de leur faire vivre ça, en fait. Que nos histoires d'adultes, en fait, là, ça devenait plus possible, en fait. C'était pas louable. Et quel que soit le pourquoi je restais, il y avait plus de possibilités. Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare ? Comment organiser la garde partagée ? Et nous, parents, comment se remettons d'une décision qui chamboule inévitablement notre quotidien et celui de notre famille ? La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en sort. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez la saison 3 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, je donne la parole à des parents séparés qui viennent vous partager leur expérience de la séparation et les ressources qu'ils ont utilisées pour se préserver et préserver leurs enfants. J'interviewe également des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour vous apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur la vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous apportera le réconfort dont vous avez besoin. Si vous aimez le podcast et souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous pour qu'il puisse aider d'autres parents. Bonne écoute. Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager le témoignage d'Alexandre, un auditeur du podcast, qui m'a envoyé le message suivant. Je voulais commencer par te remercier. Je suis toujours dans les montagnes russes des émotions, mais l'écoute de tes épisodes m'aide à mettre des mots sur ce que je ressens et sur ce que mes enfants et mon ex-compagne peuvent ressentir. Et ton podcast me rassure aussi sur le fait que mon état actuel est normal et qu'une séparation ça bouleverse forcément et profondément. Et beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Merci beaucoup Alexandre. C'est vrai que ce podcast, en partageant des expériences d'hommes et de femmes qui ont connu une séparation, est aussi une manière de vous donner à entendre plusieurs points de vue. Et si cela vous permet de mieux comprendre la position de votre ex et ce qu'elle ou il traverse de son côté, alors cela peut aussi vous permettre de relativiser certaines choses, de revoir vos attentes et d'apprendre à composer, car on a effectivement des ressentis différents sur les raisons qui nous ont amenés à nous séparer et nous traversons cette période chacun et chacune à notre façon. Bon courage à toi Alexandre dans la suite de ton cheminement. Et j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait des propositions de thématiques à aborder dans le podcast. C'est super précieux et je vous encourage vraiment à continuer à le faire. C'est vraiment super agréable de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous laisse à présent avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Épisode 52, Sophie. À 5 minutes de retard, c'est pas mal. T'es venue comment ? Au métro. En métro ? Ah ok, ça va. Ouais. Attends, je regarde. Hop, Sophie a longtemps vécu dans une relation toxique dont elle peinait à sortir. Un jour, le regard de ses enfants, témoin du geste de trop porté sur elle par leur père, va produire l'effet déclencheur dont elle avait besoin pour prendre son courage à deux mains et partir. Elle quitte sa maison, dépose une main courante et après une période financière difficile et beaucoup de lâcher prise, elle se reconstruit tout en s'efforçant de composer avec son ex pour préserver ses enfants. En France, plus de 270 270 000 victimes de violences conjugales, en très grande majorité des femmes, ont été enregistrées par les forces de sécurité en 2023. Et l'on sait que la réalité dépasse très largement ce chiffre, beaucoup de victimes n'osant pas porter plainte. Sophie m'a contactée il y a plus d'1 an. Auditrice du podcast, elle avait été très touchée par le témoignage d'une autre femme qui avait subi des violences conjugales, Sarah Baruch, l'autrice du poignant livre 125 et des milliers, et que vous pouvez retrouver dans l'épisode 17. Depuis, les deux femmes sont devenues proches et militent ensemble au sein de la même association, 125 et après,
Dans cet épisode, Sophie nous partage dans un récit extrêmement touchant son expérience d'une relation toxique qui a perduré bien après la séparation. Nous allons notamment parler du contrôle coercitif, cette situation de contrôle et d'emprise appliquée par l'un des membres du couple sur l'autre et sur les enfants, et que nous avons déjà exploré dans sa version psychologique, avec la psychologue Marie Denis, dans l'épisode 44, que je vous invite à réécouter ou à découvrir. Face à l'emprise qui continue de perdurer après la séparation, Sophie a choisi de lâcher prise tout en acceptant une garde partagée. On va parler des enfants, dans la tourmente d'une séparation, et du soutien dont ils peuvent avoir besoin. On va parler de rêves aussi, et de l'importance d'en réaliser au moins quelques-uns. Un immense merci à Sophie pour sa générosité et toute la force qu'elle nous partage dans cet épisode. Attention, l'épisode que vous allez écouter contient la description d'une scène de violence au sein du couple. Ce passage peut être difficile à entendre, en particulier si vous avez vous-même vécu une situation de violence ou de conflit intense. Écoutez cet épisode uniquement si vous vous sentez émotionnellement prêt ou prête. Et n'hésitez pas à faire une pause ou à arrêter l'écoute à tout moment. Bonne écoute. Je suis Sophie, je suis maman de 2 enfants et je suis séparée depuis 8 ans. Si tu devais décrire ta séparation en un mot, qu'est-ce que tu dirais ? Compliqué. Je crois que c'est le mot qui me vient le plus rapidement à l'esprit. Pourquoi ? Très compliqué. C'est une séparation qui s'est faite assez brutalement. Je pense que c'est une séparation où j'attendais justement qu'il y ait un coup, sûrement inconsciemment, pour pouvoir partir. Un coup, COUP ? Ouais, un coup. Ouais. En fait, j'ai vécu dans une relation toxique pendant 10 ans avec une personne que j'aimais énormément, mais qui a sûrement développé un contrôle coercitif sur moi et qui du coup a pris beaucoup de mes libertés, beaucoup de qui j'étais, et j'arrivais pas à partir. J'arrivais pas à partir, même si j'étais pas heureuse. Il y avait beaucoup de choses qui me rendaient très malheureuse. Mais j'avais toujours peut-être de l'espoir ou peut-être la sécurité, je sais pas, avec le recul, je sais pas trop comment l'analyser. Et aussi la vision assumée. Le départ, c'était pas facile. Culpabilité de briser quelque chose, la famille. C'est parce que c'est une personne qui, à tout égard, est très bien vue des autres. C'est une personne très agréable, intelligente. Donc souvent, quand on part de ces situations-là, ça peut être mal interprété. On peut penser, on est très vite jugé. Et quel a été l'élément déclencheur ? Quand est-ce que tu t'es dit, puisque tu dis que ça a été compliqué de partir, que t'attendais un coup, c'est un coup qui t'a fait partir ? Encore une fois, c'est de l'inconscient quand je dis j'attendais le coup, mais j'attendais en tout cas inconsciemment, j'attendais quelque chose qui me donne le droit de partir. C'est vrai que ce jour, donc c'était en novembre, et il m'a lancé par terre encore pour une histoire très très stupide. Je crois que j'étais en train de cuire des œufs ou du steak, je devais pas bien cuire les choses, et il m'a poussé mais violemment. Je suis tombée vraiment brutalement sur le dos et je ne pouvais plus bouger. Et j'ai regardé mes enfants qui étaient petits, très petits. Et là, dans leur regard, j'ai vu l'urgence. J'ai vu l'urgence, que c'était pas possible de leur faire vivre ça, en fait. Que nos histoires d'adultes, en fait, là, ça devenait plus possible, en fait. C'était pas louable, et quel que soit le pourquoi je restais, il y avait plus de possibilités. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, c'est plus possible, faut vraiment que je parte. Là, ça a été un vrai déclic, en fait. Je crois que c'était amorcé depuis quelque temps, mais j'avais pas le courage, mais là, dans le regard de mes enfants, j'ai vu que c'était une obligation. C'était la première fois qu'il te jetait par terre comme ça ? Oui, il y avait des violences plutôt de je te pousse, ou je te contrains dans une pièce, ou ces violences qui sont plutôt pour essayer de te chercher la violence chez l'autre, en fait. Donc et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les violences
psychologique en fait. C'est ce côté où on pousse l'autre dans une violence sans qu'il y ait de coups en fait. On le pousse à bout. Ouais, on pousse c'est à ça bout. Ouais, on pousse à bout. Donc là, c'était vraiment. Je pense que j'ai vraiment réagi par terre. Je me suis dit, mais c'est. Il faut vraiment. Et ça m'a pris du temps après. Hein. Il m'a fallu encore 2 mois. 2 mois pour prendre mes clics et mes claques et partir de chez moi. Parce qu'en fait, t'as pas le choix. T'es obligé de partir de chez toi. C'est ta maison, c'est toi qui payes. Mais t'es obligé de partir. Parce que moi, je ne pouvais pas vivre avec lui dans ces conditions-là. Alors, comment on s'organise pour partir dans ces cas-là? Parce que j'imagine la dernière chose qu'on fait, c'est de lui demander la permission. Oui, alors oui, j'ai pas dit j'ai dit qu'en tout cas, c'était fini entre nous. Donc ça, je l'ai bien acté. Mais j'ai pas parlé que je partais parce que cette maison, on l'avait achetée ensemble un peu plus moi que lui. Donc moi, en termes de sécurité financière, en fait, je m'enlevais énormément de choses. Hein. Donc je ne lui ai pas dit de suite. J'ai bien vu que, c'était très compliqué tu peux pas dire à l'autre de partir. Donc j'ai essayé de trouver un appart, c'était l'enfer parce qu'en fait à Paris il faut gagner 3 fois son loyer, donc j'ai pas trouvé, j'avoue. Et c'est sur le Bon Coin une nana qui louait son studio non, c'est pas un studio, c'était un petit appart avec une pièce parce que je voulais pouvoir loger mes enfants et qui a bien voulu me le louer sans avoir ces 3 mois de loyer, 3 mois d'avance sur salaire, blablabla. Et je suis partie. En connaissant un peu ton contexte ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Elle a peut-être senti qu'il y avait une urgence quand même dans ma façon de parler. Et donc bah ouais, là en début février, je pars. Alors je vais poser une main courante. Ça c'est hyper important. Je sais pas en Belgique, mais en France c'est important pour dénoncer, pour le dire qu'on quitte le foyer. Pour ne pas que l'autre attaque sur un départ... abandon de domicile. Un abandon de domicile, ouais. Ça, c'est très important. Parce qu'après, j'ai su qu'il l'avait fait, en fait, ça. Donc, j'ai été... Heureusement qu'on m'avait donné l'information. Matériellement, j'ai perdu énormément. J'ai tout laissé, mes meubles, je suis partie avec 2 sacs Ikea. Ça fait 8 ans. Ton ex est toujours dans la maison? Non, heureusement. Non, ça a été très long. Pour la mettre en vente parce que il faut l'accorder donc ça a été très très long, ça a été très dur financièrement pendant ces 2 années-là, mais il a quand même bien voulu la mettre en vente à un moment ou à un autre et ça m'a permis vraiment de revivre parce que c'était une charge, c'est moi qui payais les taxes, je payais beaucoup de choses, donc c'était des moments pas simples. Alors donc tu as vécu dans cet appartement. Comment tu as fait pour tes enfants, comment ça s'est organisé tout ça? En fait, tu remets pas en compte, en cause, en tout cas, tu remets pas en cause le fait que ce soit un mauvais père en fait. Pour moi, c'était un bon père. C'est moi la femme qui l'attaquait. C'était vraiment. Et je pensais vraiment, honnêtement, on allait pouvoir faire une garde alternée pour nos enfants. Alors, je sais pas si je le pensais ou si j'avais tellement de choses dans la tête, en fait. Pour moi, déjà, trouver assez d'affront, de stabilité, d'équilibre pour reprendre une nouvelle vie, me reconstruire, en fait, parce qu'on repart de rien, en fait. Donc, c'est quand même assez compliqué. Donc, est-ce que on peut pas tout mettre en charge, en fait? On peut pas dire, bon, maintenant, les enfants, en fait... En tout cas, moi, je n'en avais pas la capacité. J'avais pas la capacité de me prendre un avocat parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, l'avocat que j'ai trouvé, c'était un avocat qui était pas du tout spécialisé pour ça et qui s'est plutôt occupé de la maison. Et qui était pas du tout formé ni sensibilisé à ce qu'est le contrôle coercitif. Alors on va peut-être préciser ce qu'est le contrôle coercitif. Ah oui. Je crois que c'est pas la première fois que t'en parles. Je me rends compte qu'on l'a pas précisé. Tu peux le définir en 2 mots? En fait, le contrôle coercitif, c'est une façon d'englober plusieurs violences. Parce que justement les violences intrafamiliales en fait elles sont diverses et variées, il n'y a pas que la violence physique et donc le contrôle coercitif permet vraiment pour l'image qui est la meilleure, c'est une cage.
Et en fait, la femme est dans une cage avec plusieurs barreaux et on va prendre peu à peu contrôle de ses libertés en mettant en place justement des violences ou des techniques pour créer une emprise, pour créer la perte de la confiance, etc. Donc le contrôle coercitif, j'aime bien l'employer parce que pour moi, il est assez global. C'est un sujet qu'on a abordé aussi avec la psychologue Marie Denis. Je vous invite, chers auditeurs, à aller réécouter cet épisode si vous voulez en savoir davantage. Il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans ses propos, c'est qu'elle disait que le contrôle coercitif se traduisait aussi par une perte d'identité. On sait plus ce qu'on aime comme couleur, on sait plus comment s'habiller. C'est aussi quelque chose que... Ouais, moi c'est... Ouais. Non, en fait, on sait plus parce qu'on ne fait que réagir à l'autre. Donc on a pu, et ça c'est encore une fois, il faut se remettre en question aussi. Réagir à l'autre, réagir à ses commentaires, tu veux dire, ou pas à ses commentaires, c'est-à-dire qu'on va faire tout pour qu'il soit heureux. Donc on oublie d'être heureuse, nous en fait. En fait, on est heureux par procuration. Et donc on réagit, on agit, on fonctionne pour que l'autre ne soit pas en colère, de mauvaise humeur, lunatique. Et donc, on oublie vraiment complètement d'être nous-mêmes, en fait. Mais c'est inconscient, ça devient quelque chose... C'est pour ça que le contrôle coercitif, c'est quelque chose qui est très... il y a une temporalité très longue. C'est vraiment quelque chose qui va annihiler le cerveau de la personne de façon très profonde. Mais tu te rends compte maintenant, mais à l'époque, tu étais incapable de mettre des mots là-dessus. Impossible. Oui. Combien de temps tu as pris pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être justement en train de vivre quelque chose de similaire? Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était en fait que tu avais subi du contrôle coercitif? Combien de temps après être partie? C'est marrant. Je dirais vraiment que je l'ai pris en compte quand j'ai entendu Sarah Baruch. Donc Sarah Baruch, oui, parce que pour la petite histoire, t'as entendu Sarah Baruch dans ce podcast. Ouais, dans ce podcast. Vous pouvez réécouter cet épisode-là aussi qui est très fort justement. Et donc Sarah raconte comment elle est partie un soir de chez elle en pleine nuit parce que son ex-compagnon menaçait de la frapper. Et effectivement, elle parle de ce phénomène de contrôle. Et donc, t'as écouté cet épisode et tu t'es rendu compte. Disons qu'en tout cas, les mots en disaient plus clair. Je voyais bien que j'avais vécu quelque chose de pas normal, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus parce que justement, on parlait beaucoup de violence physique et j'avais pas justement ce côté cage en fait. Et donc ça a déjà résonné. Et après, en fait, justement, le post-séparation, les 8 ans. Maintenant, avec peut-être justement l'analyse, le fait de lire, d'écouter des podcasts, de se renseigner, de se sensibiliser, on comprend en fait la mécanique. Parce que c'est une vraie mécanique, elle est pas, c'est pas quelque chose qui se voit en fait. Donc c'est pour ça que c'est peut-être plus compliqué à appréhender. Et je me rends compte aussi parce que j'ai refait ma vie heureusement, que j'avais du mal à choisir un vêtement. J'avais besoin de son accord du nouvel oui, et lui il était là mais il était mort de rire, il me dit mais ça va pas ou quoi. Tu t'habilles comme tu veux, tu fais comme tu veux, et en fait ça m'a laissé un peu ouais, tu vas pas m'aider là-dessus, tu vois, parce que je savais plus en fait. Je savais plus c'était comment je devais m'habiller, et j'étais un peu c'était bizarre et oui, là en fait t'as plein de petits signes qui font que ouais, c'est bizarre, je sais plus très bien faire ça. La confiance en soi, en fait. Être soi, pas simple. Et comment ça se passe maintenant alors donc cette personne reste cette personne. Vous êtes séparés, mais vous avez toujours des enfants en commun. C'est toujours un peu le charme de la séparation, c'est qu'on reste quand même en contact avec son ex pendant des années, et parfois c'est pas forcément pour le meilleur. Comment ça se passe pour l'organisation des enfants, etc. La garde alternée qu'on a un peu évoqué tout à l'heure aussi. Les activités. C'est très, 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 très compliqué, en fait. Faut avoir vraiment une sensibilisation au contrôle coercitif pour pouvoir être à même de comprendre ce qui se passe sur les enfants. Parce que si le contrôle coercitif était vraiment présent, si dans la relation toxique, en général, l'acteur, enfin la personne, le père, l'ex, va faire perdurer ce contrôle.
Et en général, c'est pour ça que les enfants sont des co-victimes, parce que il va faire perdurer ce contrôle sur les enfants. Et c'est vrai que moi, je le vois très bien après 8 ans, c'est très très compliqué parce qu'on n'a aucune communication. Il refuse de communiquer avec moi. Donc orientation, éducation, santé. Mais comment vous vous prenez? Parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises de manière conjointe concernant vos enfants. Comment vous faites? Eh ben en fait, le conjoint, il est pas forcément respecté. C'est ça. Non, moi par le exemple, truc. le JAF a mis obligatoire le fait de rendre les carnets de santé une semaine sur... Il ne me les a jamais rendus, il ne veut pas me les rendre. Donc les tu n'as pas vaccins, accès au carnet de santé? Non, c'est lui qui fait les vaccins. D'accord. Je suis même pas au courant. Quand il y a eu le Covid, bon après c'est devenu un acte non usuel, donc il a pu faire les vaccins sans me le dire. Et c'est... Toi, tu étais plutôt contre les vaccins du Covid? Non, moi j'étais pour, mais... Ouais. Tu savais pas s'il allait les faire ou pas? Encore une fois, on est des parents, il faut communiquer. Et en fait, dès que je communique, hier, en préparant un peu le podcast, j'avoue, j'ai relu, parce que alors, j'écris beaucoup. Donc j'ai des cahiers entiers de tout... Parce qu'en fait, voilà, c'est aussi un des résultats de ce contrôle coercitif, c'est que tu as l'impression que tu t'affabules, en fait, que tu dis, si tu inventes, parce que l'autre, en fait, il arrête pas de te dire que t'es folle, que c'est toi qui es folle, que tu dis n'importe quoi, que lui, il est parfait. En fait, c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est très compliqué, parce que déjà qu'il a rendu ta confiance un tout petit grain de sable. Donc, moi, ce que je dis souvent aux femmes que je rencontre, il faut tout noter pour vraiment être sûr. Et là, quand je relisais ce cahier, celui-là, il est assez important, je me dis, waouh, c'est fou, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose, en fait, c'est tu n'es pas une bonne mère, en gros. Tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça, et que ça continue. Mais ça, c'était avant, puisque maintenant, vous êtes plus en contact. Donc, au moins, tu n'as plus ces réflexions-là. Des fois, il y a des mails quand même auxquels il répond. Je pense Ouais. quand il est un peu... parce qu'il y a des sujets, l'orthodontie, qu'il voulait absolument... en fait, il répond rarement. Parce que, oui, par exemple, on prend l'exemple de l'orthodontie. Quand on doit faire mettre un appareil à ses enfants, Ouais. ça relève de la santé. Donc, c'est une décision qui doit être prise conjointement. Ouais. Donc, si un des parents s'oppose à l'appareil dentaire, l'autre ne peut pas. Ouais. Donc oui, la pression, elle vient à la fois de la parole du père, mais en fait, les enfants deviennent aussi c'est là où on se rend compte que le contrôle coercitif, il devient, pour les enfants, c'est très très grave en fait. L'enfant devient acteur aussi de ce que le père veut, parce qu'ils veulent pas aussi, eux, ils veulent être dans le calme et la sérénité, donc ils veulent pas que leur père soit pas content ou soit agressif ou soit de mauvaise humeur. Ils veulent qu'ils soient heureux, donc ils reprennent le même statut que... Ouais. Ils reproduisent le même schéma. Toi. Souvent, ouais. Ils ont souvenir de cette fameuse fois où il t'a jeté par terre. Ils t'en ont déjà reparlé? Ils m'en ont reparlé quelques années après. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment aussi, moi, j'ai porté plainte 5 ans après. Parce que justement, parce que les médiatrices en France ne peuvent pas agir, les médiateurs n'agissent plus quand il y a une violence, en fait. Elle m'avait dit, mais madame, il faut absolument que vous alliez porter plainte parce que votre histoire, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et là, en fait, monsieur est en train de refaire l'histoire. Et ça m'avait beaucoup marqué. Ça m'a fait un peu mal, mais ça m'a beaucoup marqué et ça m'a vraiment motivée à aller porter plainte et à me dire les faits, en fait, pour que mon histoire soit aussi, en fait, racontée, et qu'elle ait des vrais faits et qu'elle soit, en fait, rationnelle, qu'elle soit pas juste onirique. Mais il y a une décision de justice, du coup? La plainte n'a pas été classée, elle n'est pas arrivée jusqu'au pénal, et il a juste eu une journée de sensibilisation contre les violences faites aux femmes à faire. Est-ce que tu trouves que c'est satisfaisant par rapport à ce que tu demandais, toi? J'aurais voulu que ça change les choses, que cette journée lui fasse comprendre que ça servait à rien, en fait, qu'on pouvait communiquer pour nos enfants. On n'est pas obligé de s'aimer, s'apprécier, on n'est pas obligé d'être amis, mais communiquer pour nos enfants avec beaucoup de respect et de transparence, ça, j'aurais aimé que ça puisse revenir. Ça n'a pas été le cas, au contraire. Je pense que c'est même pire. Mais
Mais moi, oui, moi je voulais juste que voilà, il y ait une punition, que mes dires ne soient pas, qu'ils puissent pas dire que je mentais en fait. Donc déjà, tu t'es senti reconnue dans ton dépôt de plainte. Oui, Tu as senti on reconnaissait qu'il y avait un problème et que c'était pas toi qui étais folle. C'est ça. Déjà, je pense que ça doit être une sacrée satisfaction. C'est très ça. important pour la reconstruction. C'est très important. Et comment ça se passe alors maintenant? Parce que bon voilà, je crois tout le monde saisit bien la difficulté quotidienne. Au bout d'un moment, on veut se préserver, on veut continuer à vivre, on veut aussi que nos enfants grandissent correctement. Qu'est-ce que tu fais toi pour ça? Comment tu t'organises? J'aime le lâcher prise. Ça, c'est quelque chose que j'apprends vraiment beaucoup. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai refait ma vie. Je suis avec quelqu'un d'assez incroyable qui m'aide énormément, qui est vraiment mon âme sœur en fait, et j'ai beaucoup de chance. Je pense que ça me donne une stabilité, une possibilité de respirer et de prendre le recul nécessaire en fait quand c'est trop dur. Après, je prends toujours un outil que j'utilise aussi beaucoup dans le travail, c'est quand vous n'avez plus la main en fait. Eh ben, ça sert à rien d'essayer parce que vous n'avez plus la main. Donc, je me suis bien mis en la garde alternée. La garde alternée, elle est comme ce qu'elle est. Elle est comme ça. Je peux pas revenir dessus. Mes enfants j'en parle des fois avec eux. C'est trop compliqué en fait de repartir sur une garde exclusive. Donc, j'ai pas la main. Donc, en fait, j'arrête de vouloir essayer de le changer lui. Je n'y arriverai pas. Donc, dans ce lâcher-prise, c'est un travail de communication. C'est-à-dire que je donne les outils nécessaires à mes enfants, que moi, je n'ai pas eu, en fait, pour leur permettre de, eux aussi, prendre le recul nécessaire, de comprendre que c'est pas normal, qu'il y a des situations qui ne sont pas normales, qu'il faut absolument qu'ils fassent attention de ne pas s'oublier, eux, qu'ils ont le droit à la décision, et ça en fait c'est un travail de toutes les semaines, mais je les trouve très robustes. Je trouve qu'ils sont assez incroyables mes enfants dans ce sens où oui, c'est pas facile, oui, ils ont des coups de mou, ils ont des moments où l'équilibre est pas simple, mais ils aiment leur mère, ils aiment leur père. On peut pas leur enlever ça en fait, c'est de toute façon on le sait, hein, c'est l'amour paternel et maternel, il est très fort, quel que soit ce qu'on peut subir. Donc ça, je peux pas leur enlever. Par contre, je peux leur donner des outils pour mieux l'appréhender, pour gérer leurs émotions. Et concrètement, alors, tu peux nous donner un exemple concret d'outils que tu as pu leur donner dans une situation particulière? Moi, j'aime bien reformuler. Donc, quand il y a une situation où je vois que ils font quelque chose, non pas pour eux, mais pour éviter que, je leur fais reformuler. Et en fait, quand ils comprennent, et c'est pas pour ça qu'ils vont pas faire la chose, hein, mais par contre, ils vont comprendre qu'ils l'ont fait parce que ça a évité qu'ils soient de mauvaise humeur, qu'ils soient en colère. Donc, en se repositionnant, tu vois, en prenant ce recul de la situation, eh ben on crée de la robustesse, justement. Alors j'aime bien le mot robuste par rapport à résilience parce que j'avais entendu un philosophe parler de ça, mais j'aime beaucoup la notion de robustesse. La résilience, j'aime beaucoup aussi. Robuste, c'est que tu montres que tu peux vraiment te rendre plus fort en fait, que tu plies mais tu reviens quoi. Ça, et j'aime bien, et je trouve que mes enfants ont cette capacité. Et donc en leur donnant ce recul nécessaire, encore une fois, je change pas leur action forcément, mais par contre ils le prennent, ils se disent ah oui, je le fais parce que. Et c'est pas pareil en fait. Je pense qu'on arrive à vivre différemment, et en tout cas sur son soi, enfin sa confiance en soi, je pense qu'on l'atteint moins en ayant ce recul sur chaque chose. Après, rien n'est parfait, hein. Mais j'essaie de me dire que... Rappelle-nous donc quel âge ils ont, tes enfants?
13 ans et 11 ans. D'accord. Donc ça leur permet aussi de grandir, de devenir des adultes qui sauront faire la part des choses aussi. J'espère. Ouais. Après, moi, j'avais entendu dans un de tes podcasts aussi le côté psy. Je sais plus quel psy était venu, je me rappelle plus de son nom. Moi, j'aimerais bien que des fois qu'ils aillent voir un psy pour... Voilà. Jean Van Emmelrek, c'est le dernier épisode du podcast. Super intervention et c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette possibilité. Moi, j'avais pris rendez-vous pour mon fils qui a vraiment les émotions, sont pas faciles. Et le père a été au courant et a appelé l'ordre des médecins pour faire radier la psy, a appelé la psy. Donc du coup, j'ai jamais eu mon rendez-vous. En France, on n'a pas le droit, ouais. Ah oui, mais en Belgique non plus. Hein. On n'a pas le droit. Ah non. Alors, tu vois, je sais, tu fais pas référence à l'épisode avec Jean Van Emmelrek. Tu fais référence à l'épisode avec Marie-France Irigoyen, qui est une psychologue qui prône pour qu'on puisse passer outre dans les cas quand on veut emmener son enfant voir un psy, que l'autre s'y oppose, elle prône pour qu'on puisse passer outre l'autre parent et elle aimerait qu'il y ait un changement d'approche par rapport à ça. Et récemment, dans le dernier épisode du podcast, Jean Van Emmelrek, qui est un psychologue belge, pour le coup, là, lui dit, il faut surtout pas faire ça. Ah ouais. Parce que vos enfants, ils vont se retrouver instrumentalisés, en fait. Ils vont être forcés par l'un des parents à aller voir le psy, donc ils vont pas être loyaux à l'autre parent, et ça va se retourner contre le parent qui les a envoyés. Ça va pas forcément les aider du tout, en fait, parce qu'ils vont être dans un espèce de conflit de loyauté ou quelque chose de... Mais il a sûrement raison, en fait. Mais alors, il faudrait quand même il faudrait penser que quand il y a séparation, en fait, quelle que soit la séparation, qu'elle soit agréable, accueillante, violente, le mot séparation, en fait, ça crée une fissure chez les enfants. Moi, j'ai des amis, ils se sont séparés, ça se passe super bien, ils s'entendent super bien, mais les enfants sont pas bien. Parce que justement, ils comprennent pas pourquoi leurs parents sont hyper potes, mais ne vivent plus ensemble. Je trouve que dans nos sociétés où quand même on se sépare de plus en plus, il y a quand même pas mal de séparations, je pense qu'il faut pas laisser le mot séparation sans suivi pour les enfants. Et donc oui, peut-être ne pas le mettre sous le mot de psy, peut-être que ça doit être une autre profession, c'est comme les parents en fait. Tu restes parent, donc tu dois avoir une médiation, un médiateur qui est formé aux sensibilisations, aux violences, aux contre-coercitives par exemple, mais qui puisse être un moyen de faire le lien. Parce que oui, je suis d'accord avec ce docteur, je suis d'accord avec l'autre psy, mais il manque quelque chose en fait. Et je pense que les enfants, on les laisse dans une situation qui est pas simple en fait, parce que tes parents se sont séparés, ok, t'es en garde alternée, une semaine, et en fait tu parles à qui ? Et je trouve que je trouve que c'est très dur pour les enfants en fait, ce qu'on leur fait vivre, parce que déjà ils vivent en garde alternée et c'est pas du tout les mêmes façons de vivre aussi. Des fois ça peut être de A à Z. Et à qui ils parlent en fait, comment ils peuvent, comment ils se stabilisent émotionnellement aussi, et surtout alors quand il y a des fratries ils peuvent se parler entre eux, souvent leur équilibre c'est eux, c'est ce noyau, mais quand ils sont seuls, c'est les enfants, c'est encore plus compliqué quoi, parce que eux ils sont ballottés, donc j'aimerais en tout cas oui qu'on ait plus d'implication pour les enfants. Que ce soit pas une histoire juste d'adultes, la séparation, que ce soit aussi ramené à nos bouts de chou, parce que c'est pas facile. Alors tu es quand même l'exemple aussi qu'on se reconstruit, même après une séparation très compliquée, même en devant partager l'autorité parentale avec quelqu'un qui nous a fait beaucoup souffrir et avec qui on n'est pas du tout en bon terme. Donc merci aussi de venir témoigner là-dessus. Je voudrais quand même que tu nous racontes un peu cette histoire avec Sarah Baroque, parce que et j'en ai parlé dans l'introduction du podcast, de la manière dont on s'est rencontrés toutes les deux. Mais tu t'es pas contentée d'être bouleversée par cet épisode avec Sarah Baroque. Tu l'as contactée et puis il s'est passé quelque chose après tout ça. Qu'est-ce que vous faites ensemble maintenant ? C'est vrai que ça a été merci encore Pamela pour m'avoir permis
d'avoir cette écoute de Sarah. En fait, je l'ai contactée et je crois 2 mois après, elle me lançait dans l'association à ses côtés en fait, l'association 125 et après. Et c'était parti. En fait, au début, c'est quoi cette association? Alors, c'est une association qui lutte contre les violences intrafamiliales. On n'a pas d'étiquette de genre. Ça peut être les hommes comme les femmes. On met en point des outils. Alors, il y a un test qui est disponible sur le site 125eaprès.org. Qui permet en fait, on espère en tout cas via ce test que certaines personnes qui sont dans le déni du contrôle coercitif, que ça leur donne un déclic, quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est le même test que celui qui est dans le livre 125 et des milliers qu'elle a écrit, Sarah, et qu'elle était venue présenter dans le podcast? C'est une partie du test dans le livre, en effet. Là, il est encore plus déployé, parce qu'il y a vraiment les ressources aussi qui sont amenées sur des différents volets. Donc, il y a les violences psychologiques, administratives, sexuelles, physiques, et toutes les ressources qui sont liées à ça. Et surtout maintenant, depuis un an et demi maintenant, on l'a traduit en plusieurs langues. Il est aussi au masculin, c'est-à-dire que les hommes victimes, parce qu'il y en a. Il y a aussi des hommes victimes de contrôle coercitif, de violences psychologiques, administratives. Donc ils peuvent faire le test aussi. Mais on en entend moins parler quand même. C'est trop. En fait, je me rends compte. J'ai essayé d'avoir des témoignages. Et alors déjà qu'une femme qui va porter plainte dans un commissariat, c'est pas simple déjà que la plainte soit entendue, etc. Mais on va pas vous juger parce que vous êtes une femme qui porte plainte. On va vous juger peut-être comme mère aliénante, etc. Mais l'homme qui vient porter plainte pour violence, en fait, sa virilité. En fait, c'est vraiment une question. Il y a une question de genre très forte et souvent. J'ai eu sa virilité est mise à mal. Ah oui, j'ai eu un seul témoignage et l'homme était arrivé au commissariat pour dire qu'il vivait de la violence physique. Ouais. Les flics étaient morts de rire. Ah oui, d'accord. C'est lui qui t'a raconté ça après. D'accord. Et donc c'était impossible en fait. Dur. Et on peut comprendre que, en effet, on est quand même que ce soit pour la femme comme pour l'homme, en fait, on est dans une société très patriarcale où il y a des codes et donc il faut pas. Donc oui, il y a ce test. Ça te demande un petit peu de formation quand même, tout ça. Savoir recueillir des plaintes. C'est ce qu'on essaye de mettre en place, mais ça demande de l'investissement, de l'argent, et même si maintenant quand même il y a des commissariats, des juges, des avocats qui sont de plus en plus formés au vif. C'est pas encore, on en a un tout petit pourcentage. Et je pense qu'il faut encore beaucoup travailler. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec l'association 125 et après. On met en place des outils. Donc, il y a le test, il y a des podcasts, il y a le documentaire Vivante en partenariat avec Canal+, qu'on peut voir sur Canal. Ah, il est magnifique ce documentaire. Ouais, c'est Vivante. avec Sarah. Oui, avec Sarah. Je l'ai vu. Qui permet aussi surtout de rentrer. En fait, les violences, ça peut atteindre tout le monde. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de genre. Et je crois que ça, c'est ce que Sarah... parce qu'on parle beaucoup, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a énormément d'associations. On en parle depuis quelques années. Puis on en parle aussi parce que c'est quand même dans la majorité des cas, ce sont quand même des femmes qui sont victimes de violences. De plus, mais le fait d'aller plus loin que la classe sociale, moi je sais que il y a beaucoup de femmes, souvent des femmes, jamais tu imagines que la femme elle puisse vivre de l'emprise ou parce que c'est des femmes brillantes à haut poste. Quand tu rencontres ces femmes-là, tu dis c'est pas possible en fait. Et en fait, elles vivent un enfer. Puis il y a les violences économiques aussi. Et voilà. On n'en parle pas, c'est difficile ça à déceler. Ouais. Vous en parlez dans l'association? On en parle beaucoup parce que souvent ces femmes-là, elles sont victimes de violences économiques. Donc oui, c'est en fait le contrôle, les violences administratives et financières, elles durent souvent longtemps après la séparation d'ailleurs, parce que les personnes ont une maison en commun et donc il faut la vendre et l'autre ne veut pas vendre parce que justement s'il y en a un des deux qui gagne plus, tu vas avoir ce côté tu me dois plus. Alors ça peut arriver dans tous les couples, mais quand c'est fait avec répétition et sur la durée, ça devient autre chose en fait. C'est un peu la différence entre le conflit et la violence. C'est la durée. Est-ce que pour toi, la séparation, c'est un échec ?
Alors c'est un échec. Oui, oui, je pense que c'est un échec parce que c'est pas ce qu'on imagine du couple, de la famille, bien sûr. Mais quand la relation est toxique ou quand on ne s'aime plus, en fait, on a le droit de ne plus s'aimer. Il y a aussi ça. C'est pour ça que la séparation, je pense que c'est un échec peut-être dans le sens où quand on a cette envie de vivre jusqu'à la fin de nos jours avec la personne qu'on aime, de construire cette famille. Oui, là, ça peut être, tu peux dire, bon, bah, c'est dommage, j'ai un peu échoué sur ce... Mais dans le cas où il y a plus d'amour, dans le cas où la relation est toxique, la séparation, c'est une liberté. Donc, je crois que ça dépend de ce qu'on vit dans son couple. Donc moi, dans mon cas, c'est une liberté. Ça m'a permis de me reconstruire, ça m'a permis de revivre, d'être heureuse, de refaire plein de projets, d'avoir, de reprendre confiance en moi. Sinon, je serais pas là en train de vous parler d'ailleurs. C'est quoi ton plus grand projet que tu as mis en place depuis que tu t'es séparée? D'être heureuse et de continuer à... J'étais quelqu'un qui vivait... j'aimais bien vivre mes rêves. J'ai toujours été comme ça, en fait. J'ai fait des trucs... Ouais, je me suis toujours donné des... Et donc, je crois qu'il m'a... Depuis cette séparation, cette doctrine, ce mojo, en fait, qui a toujours été en moi, il reprend vraiment sa force, en fait. Vivre ses rêves. Ouais. Et c'est ce que j'implique... Enfin, à mes enfants, c'est ce que c'est ce que j'essaye de leur inculquer tous les jours, en fait. C'est la vie, elle est pas simple. Mais il faut vivre ses rêves. Enfin, en tout cas, se donner l'opportunité. On peut ne pas y arriver, mais il faut se dire qu'on a des choses. Ouais, il faut. Moi, j'ai toujours été comme ça. Et je ne vais pas vivre tous mes rêves, mais au moins j'en ai quelques-uns. Et il y en a certains que j'ai pu vivre. Et j'en suis très très fière. Donc j'aimerais que mes enfants me disent ça dans 20 ans, me disent merci maman parce que grâce à toi. On a été curieux, on a su voir nos rêves et les vivre. Est-ce que tu pourrais nous partager des podcasts que tu aimes bien écouter, qui peuvent traiter de n'importe quel sujet, mais toi qui t'animent, qui te font vibrer? Alors j'aime bien Thinkerview. J'aime bien écouter tout ce qui est économie, politique, j'avoue, je crois. On le voit pas. C'est en anglais alors? Non, c'est en français. Et en fait, il fait venir des économistes, des politiciens. Et c'est 2 heures de podcast. Donc on rentre vraiment dans l'intime du sujet. C'est des sujets très... moi, j'aime beaucoup. En fait, souvent, je me mets ce podcast quand j'ai le temps. Sur la route, par exemple. J'ai un podcast que j'aimerais qui s'appelle Mais c'était un bon père. Mais c'était un bon père. Ouais, de Thomas Bel-Alfaoui. Thomas Bel-Alfaoui. C'est un jeune homme qui a fait ce podcast. Il y a 5 épisodes. Et lui est un enfant donc co-victime, enfin qui a vécu donc dans un couple où il y avait des violences et qui fait ce podcast. Et je l'ai écouté il y a pas longtemps en fait, et j'ai trouvé qu'il était incroyable en fait, vraiment une résonance dans tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, mais pas que, justement, c'est la parole d'un enfant qui est maintenant adulte. Donc je vous conseille. Mais c'était un bon père. Voilà, et puis il y a Rester vivante, le podcast de 125 et après que je réécoute souvent parce que il y a des épisodes qui me font du bien. Merci beaucoup Sophie pour tout ton partage et d'être venue dans le podcast nous raconter ton histoire. Merci beaucoup Pamela, je suis très contente. Merci. Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière et vous venez d'écouter un épisode de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Si ce podcast vous plaît, s'il vous aide ou a aidé des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et à devenir plus visible.
Si vous souhaitez me contacter, me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, envoyez-moi un message à quelque chose à vous dire podcast@gmail.com. Quelque chose à vous dire podcast@gmail.com. Si vous souhaitez suivre les aventures du podcast et en savoir plus sur son making-of, ses invités ou tout simplement vous tenir informé de l'actualité en lien avec la séparation et le divorce, suivez quelque chose à vous dire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et n'hésitez pas à interagir, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.